y a des liens très étroits entre la guerre en Ukraine et la crise énergétique actuelle. La guerre en Ukraine a des impacts très forts sur à peu près tout le spectre du secteur énergétique. Des impacts très forts sur le pétrole, des impacts très forts sur le gaz naturel, des impacts importants sur le charbon. On a vu également la question du nucléaire. On se souvient de la centrale de Zaporizhzhia. On ne voit pas tous les jours une centrale nucléaire être l'un des centres d'un conflit. Et on le voit également dans des bombardements russes intenses contre des infrastructures électriques en Ukraine, infrastructures clés pour la population civile. Donc les liens sont très étroits. Il est donc logique de se dire que si l'on veut essayer de résoudre la crise actuelle de l'énergie, il faut essayer de trouver des solutions, d'essayer d'avancer vers des solutions concernant la guerre en Ukraine elle-même, d'autant plus que l'un des deux participants à cette guerre, c'est la Russie, qui est une puissance énergétique majeure. La Russie a les plus grosses réserves gazières prouvées au monde. La Russie a les 6e réserves pétrolières prouvées dans le monde. C'est un grand pays également pour le charbon. Donc il y a une implication majeure entre cette guerre et les questions énergétiques. Il y a des signaux en faveur d'un cessez-le-feu, mais des signaux qui sont encore assez faibles, à mon avis. Donc le scénario le plus probable, malheureusement, c'est la poursuite de la guerre. Pour combien de temps, évidemment, personne ne le sait. L'Union européenne est évidemment aux premières loges, si je puis dire, par rapport à la guerre en Ukraine. Il y a d'abord l'Ukraine, bien sûr, mais l'Union européenne est à côté de l'Ukraine. Et l'Union européenne, depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, achète beaucoup d'énergie fossile à la Russie. Pétrole, produits raffinés, gaz naturel, charbon. Et dans le cadre de la guerre en Ukraine, ça a été décidé dès le printemps 2022, l'Union européenne a décidé collectivement de se passer complètement, à moyen terme, voire à court terme, du pétrole russe, des produits raffinés russes, du gaz naturel russe et du charbon russe. Donc c'est un défi unique dans l'histoire de l'Union européenne, sans précédent, vu le poids que représentait la Russie, il n'y a pas si longtemps, encore début 2022, dans les approvisionnements énergétiques européens pour les 3 énergies fossiles, pétrole, gaz naturel, charbon. Donc il y a un problème d'approvisionnement, il faut trouver d'autres fournisseurs, il faut baisser la consommation, notamment gazière, et par ailleurs il y a un problème de prix. La guerre en Ukraine a poussé à la hausse les prix de l'énergie, pétrole et donc carburant, gaz naturel, charbon, électricité. Donc la crise énergétique actuelle, c'est des problèmes d'approvisionnement, en tout cas des risques sur les approvisionnements, risques de pénurie, et des problèmes de prix. L'Union européenne a mis en place une stratégie avec un certain nombre d'éléments clés, aller chercher des énergies fossiles ailleurs qu'en Russie, essayer de réduire la consommation européenne, notamment de gaz, essayer de remplacer le gaz par d'autres sources d'énergie, notamment, mais pas uniquement, les renouvelables, augmenter au maximum les stocks gaziers pour l'hiver 2022-2023, renforcer la solidarité intra-européenne en matière énergétique, particulièrement en matière gazière, et également essayer de protéger les populations européennes et les entreprises européennes des effets négatifs d'une flambée des prix de l'énergie en Europe. Pour reprendre des termes que l'on utilise dans la course automobile, je dirais que les 3 projets que vous avez évoqués ne sont pas en pôle position du côté européen, et pour des raisons parfois différentes. Le projet de hub gazier à travers la Turquie, si, du point de vue des Européens, si c'est pour faire passer par la Turquie plus de gaz russe, la réponse est d'ores et déjà non, puisque l'Union européenne a décidé en mars 2022 de se passer complètement, en gros dans les 5 ans qui viennent, de gaz russe. Si par contre, à travers la Turquie, on fait passer plus de gaz venant d'autres pays, évidemment, la perception européenne peut être différente. Il y a déjà un gazoduc qui vient de la mer Caspienne, donc Azerbaïdjan, Géorgie, Turquie, et puis ensuite l'Union européenne, et qui arrive jusqu'en Italie. L'Azerbaïdjan est un pays qui a conclu un accord avec l'Union européenne au cours de l'été pour, d'ici 2027, augmenter ses livraisons de gaz à l'Union européenne via ce qu'on appelle le corridor sud en termes de gazoduc. Donc un gazoduc, il y a 3 gazoducs pour le corridor sud, l'un, TANAP, passe par la Turquie. Si c'est du gaz qui vient du Moyen-Orient qui passe par la Turquie,
ça peut être vu favorablement par les Européens, mais si c'est plus de gaz russe, la réponse c'est niet, si je puis dire, pour parler russe. Pour les deux projets partant du Nigeria, l'un étant Nigeria, Niger, Algérie, Méditerranée, Union européenne, l'autre étant Nigeria, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord-Ouest, Maroc, Méditerranée, Union européenne, ces deux projets ont un problème de calendrier du point de vue européen. L'Union européenne veut se passer complètement du gaz russe, en gros, dans les 5 ans qui viennent. Donc elle cherche d'abord du gaz de la part de pays producteurs et exportateurs de gaz qui pourraient fournir plus de gaz à court et moyen terme, ce qui n'est pas forcément le cas de ces deux projets. Donc les priorités européennes, pour maintenant et les quelques années qui viennent, c'est aller chercher plus de gaz naturel liquéfié aux États-Unis, aller chercher du gaz du côté de la Méditerranée orientale, Israël, Égypte, accord conclu avec l'Union européenne, aller chercher du gaz du côté de la mer Caspienne, Azerbaïdjan, passant par Géorgie et Turquie, allant chercher du gaz en Algérie, mais pas par rapport à ce projet, soit par rapport au gazoduc Transmed qui va vers l'Italie, soit par rapport à du gaz naturel liquéfié exporté par l'Algérie, aller voir du gaz au Nigeria, mais peut-être plus du côté du gaz naturel liquéfié, dont le Nigeria est déjà exportateur, aller voir des pays comme le Mozambique, qui vient de devenir un nouvel exportateur de gaz naturel liquéfié, le Sénégal, la Mauritanie, qui seront en 2023 des exportateurs de gaz naturel liquéfié, aller voir le Canada, aller voir le Qatar, etc. Donc les Européens ont une urgence de court et de moyen terme, et par conséquent leur priorité, c'est de discuter avec des pays et autour de projets qui ont une probabilité forte de pouvoir délivrer plus de gaz à l'Union européenne dans un délai entre fin 2022 et en gros 2027.